كما قلت أن العالم يشهد اليوم صعودا مضطردا وقويا في استعمال وتوظيف واستثمار الوسائل الرقمنة، سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها. هذه الروح الرقمية وهذا العالم الرقمي وهذا الغزو الرقمي في زمن الرقمنة وفي زمن المعرفة الرقمية العلمية أحدث انقلابا في مجموعة من المفاهيم التربوية والبيداغوجية. Merci le comité d'organisation pour ce webinaire. Alors, je vais partager avec vous une petite réflexion sur l'usage pédagogique du numérique en se basant sur l'alignement objectifs, compétences, méthodes et outils. Donc j'aborderai un contexte général de cette présentation. Ensuite, j'essaierai d'aborder l'alignement objectifs, méthodes et outils. Et puis, je parlerai de quelques méthodes actives à l'ère du numérique et l'usage du numérique dans ces méthodes-là. Et puis, je conclus par un usage pédagogique du numérique. Alors, comme je le fais toujours, je commence par le bouleversement des technologies numériques dans le domaine de l'éducation et de la formation, à travers l'accès à l'information et au savoir, à travers le changement des repères, le changement des temps, l'espace, même le changement didactique et sociaux, et à travers un changement culturel profond induit par le numérique dans tout le domaine, et en particulier le domaine de l'éducation et de la formation. Alors tous ces changements, bien sûr, ce sont de nouvelles dimensions d'un nouvel écosystème d'enseignement-apprentissage dans lequel nous vivons actuellement. Actuellement, notre système d'éducation et de formation va totalement changer. Et d'ailleurs, on l'a remarqué durant cette pandémie due au Covid-19, où on a passé brutalement d'un mode de l'enseignement en présentiel vers un mode de l'enseignement distanciel. Et bien sûr, tous ces changements nous interpellent tous et nous demandent de se poser des questions et d'imaginer des réflexions à travers les éléments qui vont nous permettre de réussir notre système éducatif. Alors, il nous interpelle sur les nouvelles compétences TIS que doivent avoir les élèves, les enseignants et les inspecteurs. Il nous interpelle aussi sur les nouveaux besoins organisationnels en termes de temps, en termes d'espace, en termes de contenu. Il nous interpelle sur le nouveau matériel didactique qu'on va utiliser. Et il nous interpelle aussi sur le changement culturel induit par ces technologies. Et bien sûr, il nous interpelle sur le changement de méthode et quelle méthode pédagogique on doit utiliser à cette ère du numérique. Et bien sûr, tout en innovant en termes de curricula, en termes de choix de ressources, en termes de rythme scolaire, etc. Pourquoi tout ceci? Parce que l'apprenant d'aujourd'hui qui vit dans cette société numérique, aujourd'hui, il sera citoyen de demain, il sera citoyen de la société de l'information et de l'économie du savoir. Il sera bien sûr en face d'une nouvelle batterie de métiers qui vont apparaître. Des études montrent que 20 autres métiers vont apparaître avec l'ère du numérique et surtout liés à tout ce qui est informatique. Donc on doit préparer nos élèves d'aujourd'hui, nos apprenants d'aujourd'hui, on doit les préparer à cet avenir de la société de l'information et de l'économie du savoir, parce qu'il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître. Bien sûr, d'après un rapport mondial sur les compétences qu'on doit développer actuellement à cette ère du numérique, on a 3 catégories de compétences que visent la plupart des programmes scolaires et des curricula scolaires du monde entier. Ils visent le développement de 3 catégories de compétences. Ils visent le développement de la compétence agir au quotidien, qui sont les fondations des compétences. Ils visent à développer la compétence d'aborder la complexité du monde en termes de résolution de problèmes, développement de l'esprit critique, la créativité, la communication et la collaboration. Bien sûr, agir au quotidien à travers les langues, à travers les mathématiques, les sciences, les technologies, toutes les disciplines, donc tout ce qui est contenu disciplinaire. Et puis aussi la 3e catégorie de compétences qui est visée par la plupart des programmes scolaires, c'est s'adapter au monde, parce qu'à l'ère du numérique, on est ouvert à d'autres cultures, on est ouvert au monde, donc on doit développer cette compétence si nous apprenons
à travers la curiosité, l'initiative, la persistance, l'adaptabilité, le leadership, etc. Donc voilà, en quelque sorte, les 3 grandes catégories de compétences qu'on doit développer chez nos apprenants à cette ère du numérique. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on vise à travers le numérique, à travers ces compétences, on vise un citoyen qui va vivre dans cette société de l'information et de l'économie de savoir. C'est un citoyen qui sera un penseur engagé, un citoyen qui aura un esprit d'entreprise, un esprit d'entrepreneuriat, et puis un citoyen éthique qui va vivre dans son environnement avec une certaine responsabilité sociale, culturelle et mondiale, locale, nationale et mondiale, et environnementale aussi. Et un citoyen qui crée, qui a une pensée critique, qui collabore, qui apprend en continu et qui utilise le numérique pour faciliter ses apprentissages. Donc voilà en quelque sorte les compétences visées à l'ère du numérique pour préparer le citoyen, l'apprenant de demain à devenir citoyen, l'apprenant d'aujourd'hui à devenir citoyen de demain. Bien sûr, à l'ère du numérique, on remarque tout ce qu'il y a une diversité des outils qu'on trouve partout, qui sont scolaires et quotidiens. On a une diversité de ressources aussi qu'on trouve partout sur Internet, des logiciels, des applications, etc. Ceci nous permet, cette diversité d'outils et cette diversité de ressources nous permet de diversifier des situations d'enseignement-apprentissage chez nos apprenants, allant d'un apprenant qui apprend individuellement vers un apprenant qui collabore, qui participe, qui partage, etc., qui travaille avec son père, etc. Et aussi, cette diversité d'outils, de ressources et de situations nous a permis de voir apparaître une diversité de modèles d'intégration et de méthodes d'intégration du numérique dans les pratiques de classe et hors classe. Alors cette diversité se traduit bien sûr par un alignement qui doit exister entre tout ce qui est méthode, tout ce qui est objectif visé par l'opération enseignement-apprentissage et tout ce qui est outils utilisés, y compris les outils numériques. Bien sûr, cet alignement doit viser le développement des compétences chez l'apprenant en proposant des activités à réaliser dans une approche socio-constructiviste. Et bien sûr, entre objectifs, méthodes et outils, il y a toujours une évaluation continue qui permet d'évaluer cette méthode utilisée, d'évaluer les outils utilisés par rapport aux objectifs fixés. Et bien sûr, les méthodes émanent bien sûr des théories d'apprentissage qu'on a utilisées auparavant. Cet alignement méthode, objectifs et outils nous pousse tous à revoir notre intervention et nous pousse aussi à reconsidérer l'apprentissage. Il nous pousse aussi à revoir notre ancienne planification d'apprentissage. L'ancienne fiche pédagogique qui était monographique n'est plus valable pour ce mode de numérique où il y a différentes situations, différents outils, différentes ressources. Et donc, on doit se basculer vers un nouveau paradigme d'apprentissage tout en prenant en considération les conditions que nous offre le numérique. Et donc, ça nous pousse à innover dans nos pratiques pédagogiques et puis à scénariser le parcours enseignement-apprentissage pour réussir les apprentissages de nos apprenants. Bien sûr, on utilise des méthodes pour le numérique et le numérique là il exige des méthodes actives puisqu'on s'inscrit dans une approche socio-constructiviste, donc il nous oblige à faire intervenir des méthodes pédagogiques. Comme vous le savez, une méthode pédagogique, il décrit le moyen pédagogique adopté par l'enseignant pour favoriser l'apprentissage et atteindre un objectif pédagogique. Et en cas d'usage du numérique, bien sûr, l'intégration du numérique dans ces pratiques doit tenir compte de l'environnement interactif qui offre une diversité de situations, qu'offre le numérique, et bien sûr qui offre
aussi à l'apprenant de prendre sa responsabilité d'apprentissage et de collaborer et de communiquer avec autrui dans son environnement. Parmi les méthodes qu'on va utiliser dans le numérique, qui nous imposent des méthodes actives. Alors, des méthodes qui sont caractérisées par l'activité en elle-même, l'activité qu'on propose aux apprenants pour pouvoir construire leur propre apprentissage, à savoir l'observation, la manipulation, la création, la recherche, la formulation des hypothèses, etc. Donc des activités qui mettent l'apprenant dans un cadre de production, de réflexion. Les méthodes actives nous offrent aussi un élément très important, un critère très important qui est la liberté. Donc il faut qu'il y ait adhésion, il faut qu'il y ait initiative de la part de l'apprenant. On nous donne cette liberté d'apprendre et de produire et de réfléchir et de donner son point d'avis. Et puis un troisième critère de la méthode active qui est l'auto-éducation, en développant chez nos apprenants cette autonomie d'apprendre dans son environnement, soit en classe, soit hors classe. Donc ces trois critères d'une méthode pédagogique active va nous permettre de sélectionner des méthodes qui vont nous permettre d'un usage dans le numérique pédagogique. Alors ces méthodes pédagogiques, ils ont un certain nombre d'ingrédients qui sont 5 éléments d'ingrédients, 5 éléments qui constituent ces méthodes, qui caractérisent ces méthodes pédagogiques. Alors le premier numéro, c'est s'activer. Alors là, l'enseignant, le formateur doit prendre le contexte de la situation enseignement-apprentissage pour entraîner une certaine motivation chez les apprenants et les activer à poursuivre leur apprentissage. Le deuxième élément de la méthode active, c'est se motiver. Alors là, l'enseignant ou le formateur, alors je parle enseignant en ce qui concerne l'enseignement au niveau primaire, secondaire et collégial, et je parle aussi de formation quand il s'agit d'un centre de formation. Alors là, l'enseignant ou le formateur doit avoir des informations relatives, normalement s'entraîner, doit se motiver, les apprenants, soit les élèves, soit les étudiants, soit les stagiaires, doit les motiver à apprendre d'eux-mêmes. Le troisième élément, ingrédient de cette méthode active, c'est s'informer. Alors là, l'enseignant, le formateur, doit avoir toutes les informations nécessaires à ces apprenants dont il est responsable, à savoir leur niveau, à savoir leur représentation, à savoir les connaissances acquises, et en même temps le contenu à faire passer, à savoir le programme, se baser sur le programme ou les curriculums. Le quatrième élément de cet ingrédient de la méthode active est l'action d'interagir. Alors là, l'enseignant ou le formateur, il doit impliquer les apprenants dans les activités de communication, dans les activités de collaboration, dans les activités de création, dans les activités de travail en équipe, de travail en groupe, pour pouvoir créer cette interaction entre les apprenants eux-mêmes et entre les apprenants et leurs formateurs ou leurs enseignants. Et puis, vient le cinquième élément, qui est le résultat de tout ça, c'est la production. Produire, c'est créer. Alors là, l'enseignant ou le formateur doit amener les apprenants à produire et à créer leur propre savoir, leur propre contenu. Alors là, ce sont les ingrédients qui sont tirés d'un livre « Comment construire un dispositif de formation » de M. Marcel Lebrun, publié en 2011. Bien sûr, les ingrédients de ce dispositif pédagogique s'inscrivent dans un contexte, et là, dans ce contexte-là, on doit se poser la question, est-ce que ce contexte est bien saisi? Est-ce que ces éléments sont mis en place? Est-ce que ces éléments vont permettre un apprentissage de qualité chez les apprenants? Donc, on se pose la question sur ce contexte. Ensuite,
on cherche des informations à propos de tout ce protocole qu'on veut instaurer, à savoir les supports d'apprentissage, à savoir leurs sources, de tous les supports qu'on va utiliser dans cet apprentissage. Ensuite vient l'usage des outils. Et là, on peut utiliser des grilles, on peut utiliser des démarches expérimentales, des protocoles d'évaluation. On cherche tous les outils utilisés et mis à la disposition de l'apprenant pour qu'il puisse construire son apprentissage et ses nouvelles connaissances. Et puis vient alors le travail en groupe ou individuel, les travaux en groupe ou individuel, dans lesquels on essaie de voir quels sont les moments disponibles et quels sont les moments à programmer pour ces travaux collectifs et individuels et quelles sont les synthèses qu'on va en faire pour élaborer bien sûr des productions de nos apprenants. Ensuite vient le produit final. Alors le produit final, ça peut être un apprentissage, ça peut être un comportement et ça peut être une production concrète sous forme d'un texte, d'une vidéo, etc. Et là, on se pose la question, dans quelles conditions doit-on produire ce produit final, donc, le finaliser et le produire. Alors là, ces ingrédients, on peut les mettre en relation, dans un dispositif où on est ancré dans un contexte actuel qui fait sens et dans lequel on offre un élargi éventail de ressources. Et puis, ces ressources, on les mobilise pour développer les compétences et en même temps développer des compétences de haut niveau et on puisse s'appuyer sur les interactions, comme vous voyez dans le schéma-là, ces interactions entre divers partenaires pour assurer cette relation pédagogique et ensuite conduire à la production de nouvelles compétences, production d'un nouveau projet, de nouvelles solutions pour un problème, etc. Et là, on a les éléments information, activité, production qui sont liés par la motivation et qui sont liés par les interactions entre les apprenants. Et d'un côté, on trouve les ressources, le contexte et la perception et le sens qu'on fait des informations. Et dans l'autre côté, avec la motivation et l'interaction, on va arriver à des buts, à des projets, à des connaissances, de nouvelles connaissances. Bien sûr, tout ceci se fait à partir d'un renforcement entre les membres d'un groupe et leur participation, leur confrontation et puis leur coopération aussi pour aboutir à des productions finales. Bien sûr, on a plusieurs méthodes dans ce sens qu'on peut utiliser, mais je vais me focaliser sur quelques-unes et je donnerai, d'ailleurs, les prochaines présentations vont aborder ces méthodes en détail avec mes collègues. Alors, il y a la résolution de problèmes. La première méthode active qu'on peut utiliser dans le numérique, c'est la résolution de problèmes. C'est l'apprentissage par problème ou par résolution de problèmes. On l'appelle aussi PBL, Problem Based Learning, qui est une méthode pédagogique basée sur la résolution de problèmes concrets, extraits de la situation de la vie quotidienne, ou professionnelle bien sûr. Et là, l'apprenant, il construit lui-même ses connaissances par interaction avec l'environnement, ou bien par interaction avec d'autres partenaires de cette relation pédagogique. Deuxième méthode pédagogique qu'on peut utiliser, exploiter dans le numérique, c'est la coopération, l'apprentissage coopératif ou collaboratif. C'est le fait, bien sûr, de faire travailler les apprenants en groupe suffisamment restreint pour les mobiliser, pour avoir une chance de les mobiliser. Et pourquoi ce groupe suffisamment restreint? C'est pour que chacun ait la possibilité de participer à une tâche collective qui a été clairement assignée dans le programme. Et là aussi, les prenants, ils sont censés réaliser des tâches sans la supervision directe ou immédiate de l'enseignant. Donc, on les initie à travailler eux-mêmes et à être leadership d'eux-mêmes.
Troisième méthode pédagogique active, c'est la pédagogie du projet ou la pédagogie par projet, qui vise la mise en place d'une démarche permettant à l'apprenant de se construire son projet. Et là, l'enseignement, il vise à armer l'apprenant des outils méthodologiques pour qu'il soit capable de réaliser le projet. Ça peut être un projet, une étude, ça peut être un projet de vie, ça peut être une production concrète. Quatrième méthode, et là, plusieurs études montrent qu'il s'agit d'une méthode, d'autres montrent qu'il s'agit d'un modèle, d'autres montrent qu'il s'agit d'une approche pédagogique. Et dans tous les cas, c'est modèle, méthode ou approche pédagogique dans laquelle la phase expositive du cours est exportée en dehors de la classe. Là, on vous le montre ce schéma, cette image-là. Et le temps passé en classe peut alors être utilisé pour mettre les apprenants en activité avec l'enseignant. Donc là, en inverse, c'est l'enseignement se fait à distance, c'est-à-dire à la maison, et l'apprentissage se fait en présentiel, en classe, sous forme d'activités dans lesquelles l'apprenant est impliqué à produire quelque chose, avec ce qu'il a appris à distance. Vous aurez l'occasion avec Si Ahmed Al-Naoui qui va traiter ce sujet d'une manière très détaillée. Là, je vous montre le futur de la classe prochainement. Il y a déjà des labos qui sont des classes labos qui sont mis en expérimentation en Corée du Sud. D'ailleurs, j'ai vu une classe de ce type-là lors d'une visite. Une autre expérience se fait maintenant en Belgique, en France, au Canada, dans laquelle la classe, on essaie de mettre dans la classe des coins dans lesquels on découvre tout d'abord, puis on visualise, puis on explore, et puis on repense les pratiques en donnant la possibilité à l'élève de produire lui-même. Donc les élèves, ils passent par ces étapes dans la classe elle-même, dans les coins de la classe, et ils font toute cette opération de découverte, de visualisation, d'exploration et de repenser les pratiques et de présenter, de collaborer, de présenter les produits faits. Alors là, on voit un schéma de cette classe dans lequel on commence par s'entraîner à réviser, s'entraider, lire, écouter, etc., se concentrer sur quelque chose pour apprendre. Ensuite, on consolide les apprentissages avec l'enseignant, un coin dans lequel on s'informe, on s'exprime, on expose le projet, et puis un coin dans lequel aussi on expérimente, on analyse en répondant à un problème. Je n'ai pas fait l'ordre de ces opérations, mais dans l'image précédente, il y avait un ordre logique à suivre dans les étapes de l'apprentissage. Là, c'est une autre image qui montre la future classe avec le numérique dans laquelle on peut avoir les coins d'apprentissage dans les différentes opérations que va faire l'apprenant avec son enseignant. Il y a 5 zones. Une zone de présentation, c'est un espace organisé autour du tableau. Une zone qu'on appelle enquête, c'est une zone dédiée à la résolution d'enquêtes en sciences ou en littérature, dans tous les cas, et de valoriser l'équipe. Et là, on développe la compétence de leadership. Un espace de développement dans lequel on donne la chance à l'apprenant de rechercher, de découvrir des ressources, de travailler en autonomie, et puis un espace d'interaction dans lequel on utilise des outils numériques pour impliquer les apprenants dans cette méthode active avec leurs collègues et pour communiquer et présenter le produit. Ça, c'est l'image de l'école future, de la classe future, dans laquelle on essaie de développer ces compétences du XXIe siècle et dans lesquelles on prépare l'apprenant d'aujourd'hui à être citoyen de demain. Bien sûr, quand on parle de méthode,
de méthodes et d'objectifs, de compétences. Il y a aussi des outils à mettre en valeur et à mettre en exercice. Et là, on peut les utiliser à 3 niveaux. Tout d'abord, un premier niveau dans lequel l'élève, où la découverte, le niveau découverte, la phase de découverte, dans lequel l'apprenant, il est là, il reçoit les informations et il accorde l'attention à cette acquisition de l'information. Donc, dans cette phase-là, l'élève il est passif. Et là, on utilise le numérique juste pour substituer ce qui était avant analogique avec ce qui est numérique maintenant. Et là, on peut utiliser le numérique pour présenter quelque chose, pour illustrer, pour démontrer, pour expliquer. Là, on peut uniquement utiliser les images, les vidéos, les animations, les sites internet pour donner ces informations dans lesquelles l'apprenant est passif, il reçoit uniquement l'information. Là, il reçoit l'information, mais il ne met pas encore en relation toutes les connaissances acquises. Et puis, on passe à un deuxième niveau dans lequel on essaie d'améliorer une pratique pédagogique en augmentant un petit peu le degré de l'usage du numérique et bien sûr en utilisant le numérique pour sélectionner physiquement et le support d'apprentissage. Et là, l'apprenant il interagit avec le numérique pour sélectionner les informations et pour les stocker afin de les utiliser après. Donc là, l'élève il est actif. Et là, le numérique, on peut l'utiliser pour effectuer des tâches courantes comme l'amélioration fonctionnelle, comme la recherche, pour l'analyse, la synthèse, l'évaluation. Et là, on peut utiliser uniquement des moteurs de recherche, des simulations, des expérimentations virtuelles, des modélisations, des jeux, des exerciceurs, juste pour rendre l'élève actif et acquérir des informations et les stocker pour un usage ultérieur. Et puis là, on voit l'image vous voyez que l'image, là, l'élève, il commence à faire des relations entre ces informations acquises à travers le numérique. Ils essaient de construire quelque chose. Puis un troisième niveau dans lequel on développe des changements de pratiques pédagogiques, on modifie et on redéfinit notre usage pour aller vers un usage créatif. Et là, on pousse les enseignants, les apprenants, on les pousse à être plus constructifs, plus interactifs et plus inventifs. Et là, on peut utiliser le numérique pour traiter l'information et pour la traiter tout d'abord, et puis la communiquer, et puis la partager avec autrui. Là, l'apprenant, il est constructif, il est interactif, il génère l'information et puis il collabore pour partager cette information. Là, normalement, on utilise le numérique parce que le numérique est là. C'est la tâche du numérique plus développée ici parce qu'on ne peut pas faire ceci sans le numérique. Et là, on peut exploiter tout ce qui est logiciel de création, à savoir création d'images, vidéos, son, présentation, etc. On peut utiliser des logiciels de mind mapping, on peut utiliser les réseaux sociaux, des plateformes, des blogs, on peut utiliser la réalité augmentée, la robotique, la programmation, la création 3D, la bande dessinée. Bref, on peut utiliser tout ce qui est logiciel, application ou outil au service web qui est au service, bien sûr, de notre apprenant qui va produire, qui va créer quelque chose. Et là, on voit que là, il a mis des relations, mais avec une certaine créativité dans laquelle il est arrivé à construire quelque chose à partir des informations recueillies auparavant. Bien sûr, toutes ces compétences-là, communication, collaboration, créativité, etc., pensée critique, résolution de problèmes, responsabilité sociale, on va les voir tout à l'heure. Et là, on peut voir ces ressources numériques qu'on va utiliser pour aligner objectifs, méthodes et outils. Outils TIS, bien sûr, outils et ressources TIS. Quelles activités peuvent avoir ces outils et ces ressources pour pouvoir être au diapason de la compétence qu'on cherche. Pour la communication, il faut d'ailleurs des activités orales, écrites, il faut des ressources où il y a ces activités-là.
il faut des ressources où il y a des sons, des images, des vidéos, il faut des ressources où il y a des interactivités, des interactions à travers la visioconférence, le chat, le forum, etc. Pour la compétence collaboration, il faut que la ressource ait des outils de partage, de travaux en groupe, etc. Donc, pas la peine de revenir sur toutes ces activités-là. On les aura dans les prochaines présentations. En tout cas, quand on veut aligner méthode, objectif et outils, on doit s'assurer que les ressources et les outils utilisés permettent de développer de telles compétences. En général, ces ressources-là ou ces outils, ces trois niveaux que je viens de décrire tout à l'heure, le premier niveau, le deuxième et le troisième, le premier niveau où il y a les ressources telles que les images, les vidéos, les animations, etc., ils vont permettre dans nos pratiques des découvertes de notions, de concepts, des présentations d'informations, des illustrations, des explications. Et là, ils peuvent développer directement des compétences de communication et pour développer un domaine cognitif, un littératie de l'information et pour même développer une analyse quand on fait interagir les informations chez nos apprenants. Et ainsi de suite, le deuxième niveau, qui est des moteurs de recherche, des simulations, etc., ils vont nous permettre de développer, de faire des pratiques de découverte de l'eau naturelle, dans les disciplinaires, en physique, en chimie, en biologie, en géologie. Ils peuvent nous permettre de faire des évaluations, ils peuvent nous permettre de faire des interactions et d'interactivité, ils peuvent même, à travers des tutoriaux, de nous faire un auto-apprentissage. Et là, on peut développer plusieurs compétences, y compris la communication, la collaboration, la prise de décision, etc. Et puis vient le troisième niveau, des logiciels de création, de réseaux sociaux, plateformes, tout ce qui est création, tout ce que là on peut écrire quelque chose ou inventer quelque chose ou produire quelque chose, ils vont nous permettre bien sûr on peut les utiliser dans toute pratique en relation avec l'analyse, la synthèse, la recherche, la production, l'évaluation, la présentation. Et là, vous voyez à droite quelle compétence peut développer ce type d'outil. Bien sûr, en collaboration avec la méthode utilisée, dont on a parlé tout à l'heure, la méthode active utilisée pour pouvoir développer ces compétences. Voilà, je vous remercie. Restez chez vous parce qu'on est dans une troisième période de confinement. Merci beaucoup. Allô, c'est l'Anaoui. Allô. Allô. Donc, je remercie Moulay Mohamed de son excellente présentation. Il a su tenir notre attention durant toute sa communication. Il nous a présenté tous les ingrédients et les éléments nécessaires pour une pédagogie de l'apprentissage dans l'ère du numérique. Je retiendrai personnellement de sa présentation une formule ou un schéma global que je qualifierai de triangle numérique, faisant référence au triangle pédagogique, ce que je peux appeler le triangle HOMO, dans lequel on trouve les objectifs, les méthodes et les outils. Il a terminé sa présentation par un tableau global dans lequel il nous a présenté les compétences, les ressources numériques, les ressources pratiques, les pratiques, etc. Donc, merci Moulay Mohamed de votre excellente présentation.